C'est Khalid Ziani, bonjour, marhaba bik معنا sur Média 24. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, j'appelle que vous êtes expert IT et télécom et votre expertise nous sera très utile aujourd'hui sur ce sujet. Les opérateurs télécoms ont obtenu, donc, comme je l'ai dit, un sursis à exécution en invoquant notamment la difficulté d'exécution du blocage demandé par la justice en première instance. Concrètement, c'est ma première question, Khalid Ziani. L'utilisation d'un VPN permet effectivement de contourner facilement le blocage ou le filtrage DNS ou IP. Et dans ce cas-là, la question que je me pose et que tout le monde se pose, pourquoi à la base avoir demandé ce blocage si son efficacité n'est pas prouvée, n'est pas mesurée? Oui, on se pose tous la question, en tout cas sur le plan technique, il est démontré, même dans les autres pays où ce blocage a été mis en œuvre, que ce blocage est complètement inefficace, car sur le plan technique, le filtrage des adresses IP ou des DNS ou des sites miroirs est parfaitement contournable par ces mêmes plateformes. Et elles ont déjà intégré, ces plateformes qui font des paris clandestins, la possibilité que les opérateurs mettent en place ces filtrages. Donc en fait, l'efficacité n'est absolument pas démontrée. Et deuxièmement, les utilisateurs qui utilisent ces sites ont exactement les mêmes moyens de contourner ces blocages. Oui. C'est-à-dire, avec les VPN ou avec des proxys ou quoi que ce soit, ces utilisateurs savent comment contourner ces blocages. Donc on peut se demander pourquoi demander ces blocages alors qu'ils sont inefficaces et que leur inefficacité est prouvée. Ensuite, il faut aussi se poser la question sur quel est l'effet de ces blocages. Et c'est souvent ça que on ignore, c'est que en fait, quand vous mettez en place un blocage, il est basé sur des adresses fixes enregistrées sur des registraires, mais ces adresses peuvent évoluer et être attribuées à d'autres sites qui sont parfaitement légaux, qui agissent dans d'autres activités. Et à ce moment-là, il faudrait que les opérateurs mettent en place un système de surveillance de ces adresses. Attention, est-ce qu'elles n'ont pas été attribuées par le registraire à un autre opérateur? Ce qui n'est pas leur rôle. Ils deviennent à ce moment-là gendarmes sur le contenu et non pas sur le contenant. Alors justement, dans leur défense, les opérateurs télécoms mettent en avant un principe central, celui de la neutralité d'Internet, en affirmant qu'ils ne peuvent ni filtrer ni hiérarchiser les contenus sur le web. Mais pour autant, est-ce que ce principe est un principe sacro-saint auquel il ne faut pas toucher? Et surtout dans le contexte marocain, faut-il prendre avec des pincettes ce principe de neutralité d'Internet lorsqu'il s'agit de jeux d'argent ou d'activités illicites? Alors justement, la jurisprudence internationale concernant ce principe de neutralité Internet, c'est qu'il doit être garanti, il ne peut être atteint à la neutralité d'Internet que dans des cas exceptionnels, soit d'atteinte aux droits de l'homme, les sites pédopornographiques par exemple, ou les sites malfaisants pour les enfants. Ça, dans ce cas-là, les États, et seuls les États, ont le droit d'invoquer des interdictions. Ce principe de neutralité fait même l'équilibre du fonctionnement de l'Internet dans le monde. Donc il faut bien comprendre qu'on ne peut pas toucher à ce principe de neutralité uniquement pour des questions économiques. Parce qu'en fait, sur le fond, la question de la MDJS, c'est une question de concurrence économique. Ils ont un monopole, ils ne veulent pas être concurrencés sur leur territoire juridique par des opérateurs qui ne sont pas tous illégaux ni clandestins. Donc leurs opérations sont des opérations économiques. Et à ce moment-là, en fait, rien ne justifie de déroger à ce principe universel qui est la neutralité d'Internet. Donc, toutes les juridictions ont bien prouvé quels sont les cas d'exception, par exemple la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la pédopornographie, la lutte... Mais ça, c'est une décision souveraine à l'échelle de chaque État. Mais c'est autorisé sur le plan international.
Voilà. Revenons à la technique. D'un point de vue purement IT et réseau, est-il réaliste de considérer que les opérateurs télécoms n'ont aucun levier d'accès? Et si effectivement les opérateurs télécoms n'ont pas le moyen d'assurer un blocage de ces sites de paris sportifs illégaux, qui peut le faire? Quelle est l'opération ou la mesure technique qui permettra effectivement de bloquer efficacement ces sites qui n'ont pas le droit Alors, d'opérer sur le marché marocain? vous avez tout à fait raison, il y a des alternatives hors télécom qui peuvent être mises en œuvre pour bloquer l'accès à ces sites, notamment dans la partie paiement. On peut parfaitement bloquer l'accès sur du paiement en dirham. Quand vous payez, par exemple, les souscriptions à ces sites, vous passez par des API de paiement. Ces API de paiement doivent être agréées par Banque El Maghreb pour le paiement en dirham. Donc le blocage peut se faire au niveau du système bancaire qui fournissent les API de paiement e-commerce ou les établissements de paiement qui fournissent également les API de paiement. Pourquoi ce blocage qui est plus efficace que l'autre, le blocage sur Internet, n'a pas été mis en œuvre? Pourquoi la MDJS n'a pas attaqué les banques et les établissements de paiement sur ce principe-là? Et même sur ce principe, vous avez la possibilité de le contourner. Comment il se contourne? Par des violations de la réglementation marocaine. C'est-à-dire que le paiement, par exemple, en cash, le chargement en cash sur du bitcoin ou sur des devises étrangères pour pouvoir payer sur ces sites en devises étrangères est interdit par la loi marocaine et l'office d'échange. Et il devrait pouvoir être interdit fondamentalement. Pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre? Donc c'est plutôt sur ces points-là qu'il faut mettre l'accent pour garantir le monopole de la MDJS. Dernière question, la MDJS a attaqué en justice ou est passé par les opérateurs pour défendre son cas, mais il y a un organisme dont on ne parle pas dans cette affaire, et on en a parlé avant le début de cet entretien, c'est l'ANRT, le régulateur des télécoms. Exactement. Alors quel doit être dans cette affaire le rôle de l'ANRT? Alors, l'ANRT est normalement, la plainte de la MDJS aurait dû s'adresser à l'ANRT. D'abord, parce que c'est le régulateur des opérateurs télécoms. Et c'est lui qui met en œuvre certaines applications pour lesquelles, par exemple, la MDJS demande le filtrage. Exemple, les noms de domaine, les DNS. Les noms de domaine sont régis par l'ANRT. Donc, le .ma au Maroc, tous les sites en .ma sont régis par l'ANRT. Et l'ANRT a le pouvoir d'arrêter un site en .ma, de le suspendre, et elle a les pleins pouvoirs pour le faire. Pourquoi la MDJS ne s'est pas adressée à l'ANRT dans sa plainte? Et logiquement, les opérateurs ne devraient avoir des demandes de filtrage que du régulateur. Donc ce fonctionnement-là, d'ailleurs, qui s'est également produit lors des affaires télécom, le conflit entre Inouï et Maroc Télécom, où de recourir au tribunal de commerce est complètement aberrant dans notre pays. Là, on a un régulateur qui est doté de pouvoirs juridiques sur les opérateurs télécoms et dans le domaine des télécoms. Il a des prérogatives, ce régulateur. Donc la première des plaintes, il faut aller vers le régulateur. Et le régulateur, d'ailleurs, va exposer exactement les motifs que je vous ai exposés, c'est-à-dire le principe de la neutralité de l'Internet, les cas exceptionnels qu'il autoriserait, lui, à considérer comme étant exceptionnels et qui justifieraient le filtrage, c'est l'ANRT qui doit le décider. Ce n'est pas un juge d'un tribunal de commerce, ni même un expert ordonné par le tribunal de commerce. C'est l'ANRT, c'est l'ANRT. Et donc le silence de l'ANRT sur ce point-là, vous ne le comprenez pas. Je ne le comprends pas. Aziz Bousta, la semaine dernière, on a évoqué cette affaire sur son volet judiciaire pour exposer les faits, les arguments de chaque partie. Aujourd'hui, on a une lecture un peu technique aussi du dossier. Qu'est-ce que tu retiens globalement de ce bras de fer entre la MDJS et les opérateurs télécoms? J'étais très intéressé par ce que dit Ziadi, parce qu'effectivement, cette composante technique,
qu'on ne le maîtrise pas beaucoup, mais juste pour peut-être réagir à votre dernière remarque, pourquoi la MDJS ne va pas à la NRT au lieu d'aller à la justice? Peut-être que tout simplement pour avoir une base juridique, une base judiciaire, une base de droit, de créer une forme de droit quelque part avant de pouvoir partir à la NRT. Peut-être, je ne sais pas. Maintenant, il y a 2 ou 3 remarques que je voudrais faire. Vous réagissez si vous voulez, Ziani. Alors, si le blocage est inefficace, pourquoi les opérateurs de télécom se sont-ils mis en avant? Ben, ils auraient dû laisser faire les choses parce que là, c'est peut-être pas une très bonne chose pour leur image, première chose. Deuxième chose, vous dites que il y a les atteintes aux droits de l'homme, enfin il y a une ligne rouge internationale qui ne doit pas être franchie, sauf dans des cas, dans des catégories, dans des domaines particuliers, atteintes aux droits de l'homme, pédocriminalité, terrorisme, etc. Mais la protection de l'enfance de la jeunesse contre les jeux de hasard devrait être aussi incluse dans cette liste, et si elle ne l'est pas, les Marocains gagneraient et seraient grandis à l'inscrire sur cette liste pour protéger leur enfance. Troisième chose, vous parlez de concurrence économique, la MDJS. Je ne sais pas parce que, bon, le dossier, je ne le connais pas aussi bien que vous, mais je m'y suis intéressé. C'est aussi une question de responsabilité, de protection, de protection des joueurs. La MDJS, comme tant d'autres dans le monde, d'ailleurs il y a des associations dans le monde qui sont des fédérations d'entreprises comme la MDJS qui se déclarent responsables et qui font tout ce qu'il y a à faire à côté. Peut-être que ces opérateurs, ces plateformes qui agissent depuis l'extérieur, mais Chéril peut-être, c'est certain, ne font pas dans la responsabilité. Donc je pense qu'il n'y a pas uniquement pour l'entreprise publique une considération économique, mais aussi une considération morale et juridique. Commentaire Khalid Ziani, rapidement pour conclure. Alors, sur la première partie, en fait, la hiérarchie des plaintes doit se faire dans le sens régulateur d'abord, et ensuite, en cas de recours, c'est-à-dire en cas de contestation de la décision du régulateur, on peut recourir aux tribunaux. C'est ça, c'est exactement le principe qui est posé dans la loi Télécom. Peut-être qu'ils ont inversé. Voilà. Donc, eux ont inversé. Pourquoi? Mais je vois pas. Intéressant comme question. Je ne vois pas pourquoi ils ont inversé. Peut-être sur le conseil de leurs avocats, mais c'est totalement inefficace. Les opérateurs ne bloqueront que s'ils ont un ordre de la NRT. Les autres questions, quand vous parlez de l'aspect économique, quand je parlais moi de l'aspect économique, il faut bien voir que c'est la défense du monopole de la MDJS et rien d'autre. La MDJS aurait pu exactement offrir les mêmes services qu'offrent les autres plateformes, sauf qu'elle ne s'est pas mise à jour sur le plan Internet ou sur le plan des services. Pourquoi les utilisateurs recourent à ces plateformes? C'est parce qu'ils ne les trouvent pas sur la MDJS. Mais sur le principe économique, dire qu'un utilisateur joue ou participe à des jeux, la règle, il a le droit de participer à des jeux, sauf si c'est sur un site MDJS. En fait, la règle de fond, c'est à condition que les retombées économiques reviennent au Maroc et permettent de faire d'autres activités qui sont vertueuses, sociales. C'est ce que fait la MDJS. Les autres ne cotisent pas ni au fisc, ni à quoi que ce soit. C'est en cela que c'est plutôt un problème de concurrence. Donc, on aurait pu penser de dire on fait sauter le monopole de la MDJS, on autorise les autres à s'installer au Maroc et à cotiser au Maroc. On aurait pu le faire. On l'a fait pour le tabac. En général, ils sont interdits dans pratiquement le monde entier, sauf en Afrique, ou dans les OneXPet et les autres. Merci beaucoup, Cheikh Khalid Ziani. Nous allons conclure là-dessus. On a débordé par rapport au timing. Oui, ben, le sujet est intéressant. On devait y consacrer une dizaine de minutes. Au final, ça sera un quart d'heure, mais c'est un quart d'heure où nous avons appris pas mal de choses. Merci beaucoup, en tout cas, Cheikh Khalid Ziani, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir éclairé techniquement sur ce sujet. Et je vous dis à bientôt sur Média 24. Merci beaucoup. Nous allons rester ensemble, puisqu'une dernière séquence nous sépare de la fin de cette émission. On se retrouve juste après la pause avec Aziz Bousta. Et la séquence, l'œil de Aziz Bousta, on va parler politique. A tout de suite.